Les gangs d'Asie du Sud-Est sont-ils très arrogants? Quand un jeune homme voit une voiture de police avec un AK-47 sur la route, il se retrouve immédiatement dans une situation dangereuse, et le patron aime aussi jouer à un jeu de pouvoir pendant les repas. Pour se remonter le moral, il tire sur le policier à 2 reprises jusqu'à ce que les policiers tombent au sol un par un. Lorsqu'il est arrivé vers le dernier homme, il avait tellement peur qu'il respirait fort et tremblait. Il est devenu excité. Le patron a placé le revolver sur l'épaule de l'homme, puis s'est retourné, a ouvert le tiroir et a sorti le marteau lentement. Vous pouvez imaginer ce que l'homme va faire. Expérience suivante. Il est le méchant le plus puissant d'Asie du Sud-Est. Il a des milliers de subordonnés retranchés dans un bâtiment inachevé. Aucune police ne s'approchait de cet endroit. Quand j'ai appris que la mission était de l'exterminer, j'ai eu tellement peur que j'ai frissonné. Heureusement, avec l'oncle Bay, le surintendant en chef, à la tête de l'équipe, les membres ont retrouvé le moral. Ils ont divisé leurs troupes en 2 groupes. Un groupe a cassé la porte et s'est faufilé secrètement dans l'autre. Après être arrivé derrière le garde, il s'en est débarrassé discrètement avant d'atteindre le couloir du bâtiment avec succès. Un homme à lunettes a ouvert la porte et a immédiatement demandé grâce. Ils lui ont demandé de montrer le chemin et l'ont arrêté un par un, mais il a quand même réveillé le petit frère qui dormait. Il s'est levé et a couru vers le rebord de la fenêtre. Heureusement, la police spéciale a réagi rapidement et l'a immédiatement maîtrisé, l'empêchant ainsi de communiquer entre eux. Nous sommes arrivés au 5e étage et avons franchi un par un, mais soudain un enfant est apparu dans le couloir. Le capitaine a fait signe à ses coéquipiers de déposer leurs armes, juste au moment où il était sur le point de parler, l'enfant s'est soudainement retourné et a couru. L'étonnant et expérimenté oncle Bay s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a immédiatement appuyé sur la gâchette. Cependant, il était encore un pas trop tard et a été touché par des balles. La nouvelle s'était répandue avant la nouvelle. Les forces spéciales se sont précipitées à l'étage pour empêcher la propagation de la nouvelle, mais l'autre partie a quand même tiré la sonnette d'alarme en avance. Le patron noir a tout vu à travers la caméra de surveillance puis a téléphoné calmement. De façon inattendue, 2 tireurs d'élite sont apparus dans le bâtiment d'en face. Ils ont tiré avec une lunette octogonale, faisant tomber 2 policiers spéciaux au sol qui ont crié. Les policiers spéciaux dans la maison ont entendu le bruit. Un autre agent du SWAT a regardé par la fenêtre et a couru pour vérifier si ses coéquipiers allaient bien, sans remarquer que le garçon dans la pièce avait avancé sa main et l'avait tenue. La machette sous la table, puis a frappé à la poitrine et est venu derrière l'officier du SWAT. Le garçon a couru hors de la pièce et a caché l'arme derrière lui et a fait semblant. Le locataire innocent blessé n'a pas attendu que la police spéciale réponde à temps. Il l'a résolu de manière décisive et a ensuite informé le patron que le 5e étage était sûr. Le capitaine du 6e étage utilisait l'interphone pour appeler la 2e équipe, mais l'autre partie n'a pas répondu pendant longtemps. La 2e équipe a été sacrifiée pour traiter plus rapidement ses policiers spéciaux. Le patron noir a utilisé la diffusion dans la salle de surveillance pour exposer directement les positions des capitaines et a retiré le message. L'interrupteur a plongé le bâtiment dans l'obscurité. Les pas à l'extérieur de la porte ont continué, puis la porte s'est ouverte lentement. La police du SWAT a tiré un coup de feu devant la porte, mais les flammes ont reflété de nombreux personnages au-dessus d'eux. Les policiers du SWAT ont été tués ou blessés à plus de moitié par hasard. Ceux qui ont réussi à s'échapper ont dû se cacher dans la pièce et utiliser les armoires et les canapés pour bloquer la porte. Ils seraient bloqués immédiatement. Heureusement, un membre de l'équipe a découvert un problème avec le sol. Il a trouvé rapidement une hache et l'a enfoncée dans le sol. Quand les garçons allaient entrer par effraction dans la maison, le sol a été finalement détruit. L'ouverture a été suivie d'une descente rapide, et plusieurs garçons l'ont immédiatement poussé vers le bas. Heureusement, les coéquipiers qui ont suivi ont tiré avec des fusils et l'ont sauvé. Le petit dé qui est entré par effraction a été poussé par la police spéciale par la fenêtre, puis ils ont ouvert le feu sur le trou et utilisé une hache pour creuser le sol du 1er étage. Cette fois, ils étaient déjà prêts en dessous. Les coéquipiers se sacrifiaient un à un, ils reculaient déjà. Il n'y avait aucune issue. Lou Homo, un officier du SWAT, a mis le réservoir d'essence dans le frigo et l'a poussé vers la porte avec ses coéquipiers. Il a sorti sa ceinture et l'a mise dans le réfrigérateur. Ensuite, il a fait exploser tous les garçons à l'extérieur de la pièce. Le patron noir a immédiatement envoyé 2 de ses acolytes pour diriger un grand nombre de voyous en bas pour vérifier la situation. Voyant que les voyous étaient devant la porte, plusieurs personnes se sont immédiatement réveillées lorsqu'elles ont entendu le bruit. Ils ont prévu de faire le contraire et de remonter au 6e étage par le trou. N'a pas eu le temps de monter, n'a plus que se cacher dans la salle de bain et à regarder les voyous s'approcher pas à pas avec des machettes. Le capitaine a lentement sorti son poignard et s'est préparé à se battre jusqu'à la mort. Soudain, il y a eu du mouvement à l'étage. Et les blessés ont été découverts par les voyous à l'étage. Rama n'a eu d'autre choix que de déposer les blessés et de se battre à mort avec les voyous. Rama a jeté des voyous au sol, mais ils se sont immédiatement précipités au 6e étage après avoir entendu le bruit. Rama savait que le bruit et les pas attireraient plus de voyous. Il a donc emmené les blessés et a frappé désespérément à la porte de la chambre de l'homme aux lunettes, espérant se cacher. Cependant, sa femme a dit à l'homme aux lunettes de s'occuper de ses propres affaires. L'homme à lunettes a ouvert la porte au dernier moment et a caché Rama et les 2 secrètement dans le mur. Les voyous ont également pénétré par effraction et poignardé le mur avec des couteaux, l'un après l'autre. Les 2 ont continué à s'accroupir, mais la machette a poignardé Rama au visage. Voyant que les voyous étaient sur le point d'exprimer leur colère, l'homme à lunettes a soudainement fait des histoires, et Rama a eu l'occasion d'essuyer le sang de la lame. Après le départ des voyous, Rama a placé l'homme blessé dans la maison de l'homme à lunettes. Il avait prévu de rencontrer le capitaine et les autres, mais à ce moment-là, l'homme à lunettes lui a dit que leur surintendant, oncle Bay, l'avait fait. Il est entré et sorti du bâtiment librement. Cependant, Rama n'était pas d'accord et est sorti avec détermination. Dès qu'il est sorti, un voyou l'a repéré, a appelé à l'aide et a commencé à se battre avec lui. Il ne souffrirait que s'il continuait à se battre. Peu importe la force avec laquelle l'adversaire était battu, il ne le lâcherait pas et le serrait fort dans ses bras. Dès que le soutien arrivait, Rama utilisa toutes ses forces pour vaincre son adversaire,
Les voyous qui ont quitté le balcon pour le soutenir ont pourchassé Rama avec des machettes et l'ont coincé, de sorte qu'il ne pouvait se battre qu'à 1 contre 4. Après avoir terminé le dernier voyou, il ne s'attendait pas à ce qu'un flux constant de personnes entre par effraction. Il n'avait aucun pouvoir pour résister. Il n'a eu d'autre choix que de sauter par la fenêtre avec les voyous qui couraient dans ses bras. Bien qu'il ait heureusement survécu, il a été grièvement blessé et n'a pu se déplacer que lentement contre le mur.